On vous remercie beaucoup et vous n'allez pas le regretter d'être à l'intérieur avec nous pour cette conférence à suivre de Marion Chéniaud-Dupuis. Je vous rassure, je ne vais pas faire très long. Je vous souhaite la bienvenue au nom de l'EPFL dans le Rolex Learning Center. Et puis, en juste quelques mots, parce qu'en fait, elle va vous présenter, c'est tout l'objet de la conférence, c'est son parcours de 22 ans en Himalaya. Mais juste quelques mots sur Marion. Donc, elle a commencé très jeune, puisqu'en 96, elle part avec une amie à Calcutta. Elle va rencontrer, je crois que c'est le père d'ailleurs de l'ami, le médecin philanthrope Jack Prager, qui fait un travail aux côtés des plus démunis et des lépreux, etc. Évidemment que c'est une expérience qui va la marquer. Je fais une ellipse et 2 ans plus tard, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit, bon, ça l'habite déjà depuis un moment, mais elle rejoint un monastère. Et c'est donc le monastère de Mirik de Bokha Rinpoche. Et elle va apprendre la méditation. Alors, elle est un petit peu sortie de la méditation, on va vous parler après, ce qui est bien, parce que pendant plusieurs années, elle a surtout médité et peu parlé. Et donc, à côté de ça, parce que dit-elle dans une des interviews que j'ai lues, il fallait bien travailler aussi, elle devient guide de montagne en Himalaya. Alors d'abord de moyenne montagne. Mais bon, la moyenne montagne en Himalaya, c'est jusqu'à 5000 mètres, c'est ça? Donc voilà, ça fait déjà quand même pas mal. Et donc elle devient guide de montagne et puis elle travaille aussi aux côtés des nomades tibétains avec des projets éducatifs. Et puis bon, à côté de ça, mais vraiment juste en passant, elle gravit l'Everest. Elle le fait même 3 fois. Et elle fonde un magnifique projet en 2012, le projet Clean Everest, voilà, qui l'a rendu, on va dire, mondialement connu. Et dans ce projet-là, alors elle n'était pas toute seule, heureusement, mais avec beaucoup de mains et de petites mains, ils ont fait un travail incroyable. Et ce travail a mené à nettoyer l'Everest de... je suis très mauvaise avec les chiffres, mais c'est 10 tonnes de déchets. Hein, voilà. Avec ta petite main. Exactement. Donc voilà, place à Marion Chéniaud-Dupuis et bonne conférence à tout le monde. Merci Corinne. Et nous y voilà. Donc, une conférence 45 minutes. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir. Et je vous promets qu'on va partir dans un univers qui... voilà, déjà, j'imagine que les images, la musique en arrivant vous ont fait voyager. Et on va continuer avec une histoire que je veux vous partager. Donc après, il y aura une séance de questions-réponses de 15 minutes, suivie de la table ronde. Voilà. Donc la manière dont je veux partager mon histoire, c'est bien sûr Clean Everest, puisque c'est quand même un projet emblématique qui peut permettre d'aborder plein de sujets. Et à côté de ça, c'est aussi une histoire humaine. Une histoire humaine qui part de ces 7 forces et de ce parcours de vie que je voudrais dérouler les unes après les autres, en commençant par la force de la terre, et puis la force aimante, et la force de vulnérabilité, puis la force de l'engagement, la force du collectif, bien sûr, la force du non-égo, et la force de transmission. Donc voilà le programme de cette conférence. Et pour commencer, de nouveau les images pour illustrer la force de la Terre sur laquelle je vais parler. Donc là, on est au Tibet, sur cet immense plateau tibétain, qui est le lieu en fait où toutes les grandes sources des rivières, des fleuves de l'Asie, qui nourrit et qui alimente 2 milliards d'habitants, des humains, mais aussi toute une faune sauvage. Alors pourquoi démarrer avec ces images et cette force, cette solidité de la Terre? C'est parce qu'il y a un ancrage qui est absolument indispensable pour passer de l'idée, d'une vision, d'une envie, d'une aspiration,
à quelque chose de réel pour réaliser un projet. Et cet ancrage, il passe par déjà le corps, le corps qui se sent soutenu par la terre et qui se sent en lien très fort avec ce qui nous soutient, ce qui nous porte, qui est cette terre. Et là, il y a une infinité d'émotions et de sensations corporelles, ne serait-ce même que déjà en voyant ces images. Il suffit d'être transporté par ces sensations pour sentir le lien et sentir à quel point c'est l'engagement ou la force qui va suivre de prendre soin de cette terre, elle est réelle. C'est pas un joli tableur Excel sur lequel on fait des mesures pour comprendre comment on va rétablir un équilibre, etc. C'est quelque chose qui vient de ce lien et cette solidité et cet ancrage. Et voilà la panthère des neiges. Cet animal, c'est comme ça que c'est le surnom qui m'a été donné en Himalaya, sur la montagne. Parce que généralement, en fait, je ne sors jamais de chez moi, je suis très sauvage. Et je ne suis pas souvent là à parler ou à montrer des choses ou des images. C'est tout mon parcours de vie jusqu'à maintenant, qui est maintenant une phase de ma vie dédiée à la transmission, ça a été en fait de rester caché et d'intervenir dès qu'il y avait une opportunité qui s'offrait à moi concrètement dans le réel de réaliser un projet, et notamment au Tibet, pour donner un peu le contexte, dans un contexte politique très très compliqué, où j'ai vécu pendant 20 ans, de l'âge de 18 à 40 ans, enfin de 20 ans à 40 ans, la possibilité de réaliser des projets est très limitée. Donc il faut rester extrêmement discret, et tout d'un coup, quand il y a une opportunité, il faut sortir de sa tanière et agir très vite pour créer du changement là où il peut être fait. Mais c'est ça que je vais vous raconter à travers le projet Clean Everest. Et ce surnom qui m'a été donné, le léopard des neiges, c'est par les alpinistes internationaux qui venaient sur l'Everest. Ça, c'est le lieu où je suis née et où j'ai grandi, en France, en Dordogne, dans le sud-ouest de la France. C'est un lieu où mes parents avaient choisi de s'isoler dans la nature. Eux-mêmes étaient aussi un peu ce côté sauvage. Ils sont sortis complètement de la société de consommation, ils voulaient vivre en autarcie. Et donc j'ai grandi avec des parents qui cultivaient le jardin, qui nous ont élevés à faire des cabanes dans la forêt. Et ils ont beaucoup hésité à nous mettre à l'école, mon frère et moi. Et puis finalement, on est allés à l'école. Mais ça a été une épreuve. J'en suis sortie à 18 ans. Et je ne suis jamais retournée après à l'école. Mais ça s'est bien passé quand même. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est que là, j'imagine qu'il y a des parents et des enfants qui sont là. C'est que, en fait, ce regard aimant que j'ai reçu de mes parents pendant mon enfance, cette force aimante, c'est celle qui circule dans mes veines aujourd'hui sous une forme de sensibilité et de confiance surtout. J'ai confiance en la vie, j'ai confiance que la vie me veut du bien, que le monde me veut du bien, même si le monde parfois me renvoie des choses difficiles, j'ai cet amour qui me porte. Voilà. Donc je voulais quand même passer par cette force aimante qui me semble fondamentale pour s'engager dans un parcours et s'épanouir. Ensuite, je suis passée par Calcutta, et là, j'ai 16 ans, à l'adolescence, je me retrouve sur les trottoirs avec Jack Prager, qui est là, comme ça, et qui, lui, est arrivé de son Irlande profonde, où il était agriculteur sur son tracteur, et il a eu une vision, et il s'est dit, il faut que je sois docteur à Calcutta. Et donc, il prend des études de médecine, il a 30-40 ans, il arrive à Calcutta, il y reste 50 ans. Il vient juste de repartir, il a 90 ans. Et moi, je l'ai rencontré donc, en années 96 avec mon ami. Et là, ça a été le choc brutal d'une réalité comme ça, sans filtre, de la pauvreté, de la maladie, de la mort. Et donc, cette
confrontation à cette réalité de la vulnérabilité extrême de ceux qui vraiment n'ont plus rien du tout et qui sont là souvent des réfugiés du Bangladesh parce que leur pays est inondé et qui se retrouvent à Calcutta et qui sont donc soignés sur les trottoirs dans les bidonvilles par des cliniques, avec des cliniques mobiles ouvertes par Jack Traeger. Moi, ça m'ouvre en fait cette force de vulnérabilité, ça m'amène à l'envie en fait de commencer un chemin qui sera mon chemin après jusqu'à maintenant, de comprendre comment entrer en action en étant en contact avec la souffrance de l'autre. Ce qui, dans l'enseignement que j'ai reçu plus tard, s'appelle la compassion. Compassion, c'est ressentir la souffrance de l'autre, mais ça c'est l'empathie, et elle est encore dans une forme d'action, de voir un espoir et une confiance qu'il y a des solutions et qu'on va pouvoir les trouver ensemble. Et c'est ça, en fait, à 16 ans, qui m'a donné un cap, une direction, pour choisir les lieux où j'allais étudier et aller m'installer dans un monastère, en Himalaya, parce que je n'ai pas trouvé en Dordogne ou en France, dans les centres bouddhistes, l'adéquation qui fonctionnait pour vivre cette spiritualité bouddhiste tibétaine dans un contexte qui, donc en Dordogne, n'était pas bouddhiste et tibétain. Donc je suis allée en Himalaya pour comprendre qu'est-ce que c'était que la compassion. Et j'ai un maître qui a bien voulu m'apprendre dans son monastère, à côté de Darjeeling, à la frontière entre le Népal et l'Inde, côté indien, donc l'Himalaya indien. Et j'étais au pied du Kanchenjunga, donc la 3e plus haute montagne du monde. Mais à l'époque, je n'imagine pas du tout gravir les montagnes. Je suis là, je contemple pendant 4 ans la montagne, la nature, et puis je reçois un entraînement hyper rigoureux, traditionnel, du matin au soir dans un monastère bouddhiste tibétain pour entraîner l'esprit. Donc d'abord la méditation, la stabilité mentale, puis après différents thèmes liés justement à cette compassion, comment ressentir la souffrance qui m'entoure sans être submergé et en faisant plutôt une force qui m'amène à l'action et à l'envie de donner confiance à la possibilité d'une solution. Voilà, donc ça c'est la Kanchenjunga, et j'ai aussi une photo de mon maître, Bokar Rinpoche, qui est un nomade du Tibet. Donc ça, là on est au Tibet, c'est le mont Kailash, c'est une montagne sacrée, et lui il est né juste au pied de cette montagne, puis après il est arrivé en Inde, et c'est là que je l'ai rencontré, et il est mort en 2004, donc j'avais 24 ans, et juste avant qu'il meure, il me donne en fait une mission, c'est d'aller au Tibet, pour accompagner les populations des nomades de sa région natale, donc dans l'ouest tibétain, pour comprendre comment, face à cette modernité qui les envahit, avec les routes, les chantiers de construction de villes, de mines, etc., comment est-ce qu'ils vont réussir en fait à garder leurs racines de sagesse ancestrale, de lien en harmonie, de vivre en harmonie avec la nature, dans un monde qui va changer hyper rapidement pour eux. Donc, c'était ce qu'on appelait le grand bond vers l'ouest en Chine, une période où donc, il y a énormément de transformation du territoire, et donc les nomades sont hyper secoués et traumatisés même sur ces changements-là. Donc je pars à 22 ans avec cette mission donnée par mon maître pour aller travailler avec les nomades. Donc voilà, j'arrive au mont Kailash. Là, je travaille pendant 22 à 28 ans, jusqu'à ce que... Bon, c'est une période de ma vie où je tâtonne énormément. Je n'ai pas encore beaucoup de billes pour comprendre vraiment tout ce qui se passe dans un monde aussi en plein changement. Donc, le modèle des ONG ne me convient pas complètement parce que je me rends compte que voilà, c'est pas comme ça que les nomades en fait vont retrouver leur liberté et leur autodétermination. C'est pas avec des ONG qui vont les aider. Mais bon, je le fais quand même jusqu'à 2008. Puis de toute façon, en 2008, après avoir passé toute cette période de vie avec eux pendant 6 ans, de toute façon, toutes les ONG internationales sont virées du Tibet. Voilà. Parce qu'il y a un soulèvement à Lhasa, où je vis. Donc là, je suis résidente à Lhasa. Je n'ai pas spécialement d'image, mais pour vous donner un peu une idée de la géographie. Donc ici, c'est Darjeeling. Et là, je traverse l'Himalaya. Je vais m'installer juste là, à Lhasa, donc la capitale du Tibet. Le mont Kailash et la région des nomades où je travaille, c'est ici, tout ce coin-là. C'est là où il y a la source du Gange. Vous voyez, comme ça, pour avoir des points de repère.
Le Brahmaputra aussi, il part du mont Kailash, et puis aussi l'Indus. Donc c'est quand même 3 très grands fleuves qui vont tous plus ou moins vers l'Inde. Voilà. Et puis, cette solution pour aider les nomades, je ne l'ai pas vraiment encore. Mais on va y arriver plus tard. Ça va venir plus tard. Pour l'instant, je deviens guide parce que, alors pas guide de montagne parce que j'ai pas de diplôme, mais en tout cas je suis guide en Himalaya. Il se trouve que l'Himalaya c'est très haut, donc 5000 mètres c'est le minimum où on est sur un plateau. Tout ça c'est un plateau, 4000 mètres d'altitude de moyenne, mais on monte vite sur des cols à 5000 mètres. Voilà. Donc je deviens un guide de trekking. Je monte ma propre agence. Donc là c'est la capitale de Lhasa, la capitale du Tibet. Le Potala, donc c'est là où je suis basée, là, et je monte une agence de voyage. Mais non, d'abord je monte une ONG qui m'a servi encore jusqu'à aujourd'hui en fait à créer des projets, donc 54 différents projets depuis 2002. Et je monte aussi une agence de voyage parce qu'il faut que je vive et donc je suis guide. Mais surtout en fait cette agence de voyage, elle me sert à former des guides tibétains qui, en fait, n'ont pas reçu de formation pour accueillir des groupes d'étrangers. Et donc, c'est toujours les Sherpas du Népal qui viennent installer les camps, faire la nourriture, porter les charges, etc. Vous voyez à peu près les Sherpas, c'est connu. C'est à la fois une ethnie qui vit au Népal, mais c'est aussi un métier. C'est-à-dire c'est ceux qui s'occupent en fait de toute la logistique en altitude pour les expéditions et les trekkings, pour assurer donc une organisation logistique, mais ils font bien plus que ça. Ils sont aussi des très 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 bons grimpeurs. C'est eux qui sont 1000 fois meilleurs que les autres alpinistes du monde entier, parce qu'ils sont beaucoup mieux acclimatés, donc ils sont tout à fait capables de trouver la voie aussi pour aller au sommet, tout ça. Mais donc toute cette formation qui n'était pas encore donnée aux Tibétains, à partir des années 2003, je commence à vraiment, à travers cette agence Global Nomade, parce que donc, comme les ONG sont virées du Tibet, je suis obligée d'être en entreprise. Mais mon entreprise, elle me sert à faire de la formation, donc à accompagner les entrepreneurs tibétains et les guides de montagne qui veulent montrer leur agence, à se former, obtenir les compétences pour devenir eux-mêmes les propres détenteurs de savoir-faire et de comment est-ce qu'ils veulent développer le tourisme et le tourisme de très haute altitude, puisqu'au Tibet, on va forcément se retrouver 5000, 6000, 7000 mètres, 8000 mètres et jusqu'à l'Everest. Donc voilà comment je deviens consultante et formatrice pour les guides tibétains. Et là, la force qui est sous-jacente à tout ça, parce que quand même, 2008, un soulèvement, donc la guerre civile, etc. Ensuite, les ONG qui sont virées. Qu'est-ce que je fais? Je me retrouve à Hong Kong, je monte une entreprise. Je n'ai jamais été entrepreneur. Il faut quand même avoir derrière un engagement. Donc ça, c'est la force de l'engagement. C'est un engagement qui va au-delà même de la mission qui m'a été donnée par ce maître nomade tibétain de Darjeeling. C'est quelque chose qui devient complètement incarné au fond de moi et qui s'inscrit dans tous les actes de mon quotidien, ou quand je suis interrogée par la police du jour au lendemain, et dans des conditions quand même extrêmement difficiles de vie au Tibet. Mais donc voilà, je me retrouve finalement sur l'Everest. Et là, les Tibétains, ils m'apprennent quelque chose d'extraordinaire. À leur contact, c'est les guides de haute montagne, c'est la force du non-égo. Parce qu'en fait, si je me mets à vouloir faire quelque chose pour moi, ou qui va servir mes propres intérêts, ou qui va avoir une motivation individuelle, je me rends compte qu'en fait, je vais aller vraiment nulle part. Parce que déjà, dans cette société, c'est absolument pas comme ça que tout le monde réfléchit. La manière d'envisager la vie et de travailler ensemble, c'est d'abord le collectif. L'individuel, c'est pas du tout dans les valeurs fondamentales sur lesquelles se construisent les Sherpas ou les guides tibétains là, avec qui je travaille. Mais donc, ce que je découvre, c'est que en fait, je n'ai pas besoin de me stresser à vouloir faire des grands projets, etc. J'ai juste besoin de m'appuyer sur cette force du collectif
et cette force de créativité de faire ensemble. Et donc, ce qui se passe, c'est que je deviens, en tant que formatrice consultante à l'école de guide de haute montagne, eux, ils me forment à la technique de très haute altitude, donc 8000 mètres et au-dessus. Donc, je vais sur l'Everest avec eux plusieurs reprises. Et ils me disent, voilà, en échange, on te forme sur le plan technique himalayiste, et toi, tu vas nous former à comment créer un système de gestion des déchets pour qu'on ait une vraie, cohérence entre nos valeurs tibétaines, de respecter la nature et de vivre en harmonie avec elle, et surtout nos montagnes qui sont sacrées, et l'industrie de la haute montagne, qui, si on la laisse faire, là, ça faisait 30 ans qu'il y avait des expéditions commerciales et qui n'avaient aucune vision de comment retrouver un équilibre, va complètement détruire notre montagne. Donc, il y avait un constat à faire important à cette époque-là. Donc, il y avait entre 2013 et 2021, c'est quand même un projet qui a duré assez longtemps. Je suis allée pour la première fois donc, au sommet. L'idée est venue en 2012, mais je suis allée la première fois en 2013 pour aller voir le nombre de tonnes de déchets qui a été laissés abandonnés sur la montagne. Voilà, donc il y a 6 camps, à partir du camp de base jusqu'au sommet. On y passe 2 semaines sur l'Everest. Là, on est sur la face nord, côté tibétain. Donc il y avait ces 10 tonnes de déchets qui ont été comptés. Ensuite, il y a les 100 guides de l'école de haute montagne qui sont aussi rattachés à une agence commerciale d'expédition qui accompagne les expéditions chinoises. Donc c'est avec cette double facette économique avec l'agence et sociale avec l'école. Donc former les guides pour qu'ils puissent avoir après un métier qui fasse du sens pour eux et qui permette surtout sur le long terme, préserver la montagne. Donc ça, c'est les 100 guides avec qui on s'appuie cette force du non-égo et cette force du collectif. C'est eux avec qui je travaille pour créer une vision. Donc c'est eux qui ont cette vision de garder l'Everest pur, voilà, Clean Everest. Et bien sûr les 50 yaks qui sont indispensables parce que c'est eux qui vont transporter les sacs de déchets. Alors, les 2 milliards d'habitants, je ne reviens pas trop dessus. Simplement, la plus haute montagne du monde, ces glaciers, etc. Quand on imagine donc toute l'eau qui découle des glaciers de l'Himalaya, on sait qu'il y a l'Inde et la Chine, 2 milliards d'habitants, qui dépendent de cette eau. Voilà. Et là, il y a une petite vidéo. Alors, quand je parle de non-égo, et quand vous allez voir cette vidéo, vous allez dire « Ouh là là, c'est quoi cette dissonance complète ?» Ce n'est pas du tout moi qui ai fait cette vidéo, mais elle a été diffusée très largement en 2019, au moment où le projet était encore en cours de réalisation. Je ne sais pas comment ces images ont été récupérées et c'était normalement réservé à des très très peu de personnes, mais ça a fait des millions de vues. Alors, il faut surtout faire abstraction de l'image de la personne que vous voyez qui est là, qui est moi, qui essaie de se mettre en avant. Ce n'est pas du tout le but, mais je vais quand même montrer pour que vous ayez les chiffres, parce que la vidéo est super bien montée. Donc vous allez avoir en très très peu de temps tous les chiffres de Clean Everest. Je vais lancer. Ah non, je ne vais pas lancer, ça va être lancé là-haut. Ah oui, c'est là. C'est sur les camps d'altitude qu'on trouve le plus de déchets, à partir de 6500 mètres.
C'est ce qui m'a donné une légitimité aujourd'hui pour aller vers la Chine et devenir un porte-parole, ambassadrice des Tibétains pour les problèmes environnementaux. Voilà, donc effectivement, les chiffres étant quand même assez parlants sur cette vidéo, j'ose montrer cet aspect de moi qui aujourd'hui, donc, depuis 2019, parle aussi de ce problème, donc dans l'espoir que ça mobilise de plus en plus d'alpinistes et d'organisations dans le monde qui souhaitent répliquer ce modèle de préservation des montagnes. Donc c'est un travail plus de communication, voilà, d'utiliser l'image et les images chocs, etc. comme ça. Mais c'est loin d'être évidemment l'essentiel de ce que j'ai à partager. Simplement, ça fait partie du travail. Là, je vous présente la face nord de l'Everest, en partant du camp de base. Maintenant, tout ce qui va suivre en fait, sur le projet Clean Everest, c'est un peu les images que vous avez vues sur la petite vidéo, mais je vais revenir zoomer sur certains points. Donc, pour montrer, par exemple, là, les 6 camps sur lesquels on a travaillé, en particulier sur celui-ci, à 6500 mètres. Donc là, je vais faire un déroulé maintenant camp par camp de comment se représente une expédition sur l'Everest sur la face nord. Le camp de base, à 5200 mètres, donc déjà, le souffle est assez court. Hein. Il faut 1 ou 2 semaines pour s'acclimater, pour faire du temps à monter, descendre en partant de cette altitude. Et pendant 2 mois, en fait, il y a une acclimatation progressive qui permet donc à tous ces petits villages. Donc là, ici, les internationaux, là, c'est les Chinois, là, il y a les Suisses, ici, c'est les Américains, là, c'est les Indiens, là, il y a un groupe de scientifiques, voilà. Bref, il y a à peu près une dizaine, voire vingtaine d'expéditions internationales qui viennent chaque année et qui vont tenter d'aller au sommet, à peu près sur une fenêtre entre 15 et le 25 mai. C'est là où le Gulf Stream, le vent qui souffle, en fait, va se calmer. Et donc, il y a une période comme ça de 5-10 jours où il y a ce qu'on appelle la fenêtre pour aller au sommet de l'Everest. Donc, tout le monde va vouloir essayer de se ruer en même temps sur ce créneau-là. Et pour ça, il faut s'être préparé parce que c'est impossible d'aller directement au sommet en partant du camp de base. En fait, on va passer de 5200 mètres à 8848 mètres, mais pour ça, il faut faire des paliers progressifs d'acclimatation. Monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Donc c'est ce qu'on va faire là. Donc avec les yaks, évidemment. Parce que les yaks, c'est eux qui nous accompagnent jusqu'à 6500 mètres. Ils passent sur cette zone-là, comme ça, hop, entre les... Là, ils sont à pied, les yaks. Ils vont aller jusqu'à 6500 mètres. Ici, c'est le camp de base avancé. Là, on voit aussi des humains sur cette crête. Voilà. Là, il y a 25 km entre le camp de base et le camp de base avancé. Ensuite, au camp de base avancé, c'est là où il y a le plus de déchets. Donc là, ça a été la grande découverte de 2013, où j'étais là pour essayer de faire un diagnostic des besoins de dépollution de l'Everest. Donc, vous voyez hein, les piles, les bonbonnes de gaz, les bouteilles en plastique, les conserves. Ça, c'est un Sherpa qui redescend du sommet. Et donc, c'est extrêmement difficile de redescendre jusqu'au camp de base avec tous ces déchets. Donc, ça demande une certaine organisation. Et c'est ça qu'on a mis en place avec Clean Everest. C'était surtout au camp de base avancé. C'était d'avoir des zones de dépôt pour les déchets. Voilà. Et là, au-dessus, donc c'est plus possible pour les yaks de monter. Donc là, tout va se redescendre à dos d'homme. Donc c'est les Sherpas et les guides de haute montagne, les professionnels de la montagne qui sont payés pour redescendre. Là, il y a un camp ici à 7000 mètres. Là, il y a encore beaucoup de déchets.
notamment aussi des déchets humains, enfin d'excréments. Ça, c'est un gros problème aussi pour redescendre les bidons d'excréments. Et ensuite, on monte encore plus haut, et là, on tombe sur des déchets qui sont encore plus techniques. C'est surtout des vieilles tentes d'alpinistes, des arceaux, des thermos. Voilà, là, il y a un Sherpa qui se repose, qui a sa bonbonne d'oxygène dans le dos qui permet de monter, en fait, parce qu'autour de 7000, 8000 mètres et 9000 mètres pour le sommet, c'est quasiment impossible pour la plupart d'entre nous, des humains, d'y arriver sans oxygène. Donc on en prend évidemment le moins possible. Ceux qui en prennent plus, c'est que vraiment ils ont des problèmes physiques très graves, ils pourraient mourir, mais sinon il faut en prendre le moins possible. Mais voilà, donc en gros, c'est vrai que l'aberration devient de plus en plus visible, énorme. Pourquoi l'humain cherche à vouloir aller grimper aussi haut, alors que de toute façon l'organisme n'est pas du tout fait pour être là. Mais bon, c'est un peu pour vous donner les conditions de vie de cette altitude, pour que vous compreniez aussi un peu comment l'alpiniste, à ce moment-là, peut-être débranche une partie de son cerveau, et puis il est là, mais en fait, son organisme, presque le cerveau reptilien de la survie, lui, il est hyper actif. Il se dit, mais pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais là? Et en fait, il continue à vouloir monter, parce qu'il s'est mis en tête qu'il allait aller au sommet. Mais en réalité, après, il n'y a plus que son cerveau reptilien de survie qui fonctionne. Donc tout ce qui est anticipation de la zone préfrontale du cerveau, et d'analyser, de comprendre, ça c'est débranché. Donc il n'y a plus vraiment d'équilibre entre ces différentes formes d'appréhension du monde. Et puis là, sans parler du cerveau limbique, des émotions, des ressentis, etc. Alors là, le lien à la terre, le lien à l'autre, le lien à ce qui m'entoure de manière générale, c'est pas spécialement la réalité. Pour l'avoir vécu plusieurs fois, j'étais juste en mode automatique, les actes, les gestes qui me permettent de survivre, etc. Ressentir la proximité de l'autre, tout ça, c'est rien vraiment d'émotionnel dans mon vécu à ce moment-là. Enfin, j'ai quand même progressé d'une fois sur l'autre, où je me suis dit non, mais je vais pas quand même retourner encore au sommet pour expérimenter ce qui se passait dans la tête des alpinistes. Et je me suis dit la dernière fois, en 2017, je vais me connecter aux autres, à l'humain, pour voir ce que ça me fait en fait. Et donc toute mon ascension jusqu'au sommet, j'avais qu'un seul objectif, c'est comment est-ce que j'arriverais à rester dans mon corps pour être évidemment alerte face à mon besoin de boire, de me reposer, de manger, tout ça, mais aussi de pouvoir me reconnecter à mes émotions, à la connexion à l'autre, et de mettre ça même en premier plan. Et j'ai assez bien réussi la dernière fois d'aller au sommet comme ça. C'est ce que j'explique dans mon livre « Respire, tu es vivante ». Et là, donc, je montre des scènes de comment l'équipement en montagne, de toute façon, devient des déchets, vu qu'il y a tellement de vent que c'est emporté par Il n'y a plus de secours, il n'y a plus d'hélicoptères. Donc, soit les gens arrivent au sommet, ils redescendent, et ils sont vivants, très bien, soit ils meurent. Donc, il y en a beaucoup qui meurent, en fait. Il y en a 200 cadavres qui sont là, qui jonchent le sentier qui va au sommet. Donc là, sur cette face nord de l'Everest, il y a beaucoup de roches, beaucoup de glace. Il n'y a pas beaucoup de neige, donc c'est assez difficile pour grimper. Et il n'y a pas de secours. Là, on arrive au-dessus du camp 3. On arrive en camp 3. Et là, on commence à voir les gens qui n'arrivent plus à monter et qui sont tombés et qui sont morts. Donc celui-ci venait juste de mourir en 2016, je crois, c'est un Australien. Là, on arrive au camp 3. Donc à 8300 mètres. Et vous voyez un peu la quantité de déchets à cette altitude. Voilà, donc ça c'était l'objet de toute notre focalisation, tout notre focus de 2018-2019, 2 années complètes consacrées uniquement à ces camps de très haute altitude, juste avant le sommet. Voilà. Et là, il y a de plus en plus de cadavres. Ça, c'est encore un cadavre. Et on arrive vers le sommet. Donc là, à ce niveau-là, je me dis, mais quand on voit tous les cadavres, qu'on voit les gens qui sont... Pourquoi continuer à monter? Mais bon, voilà. Donc je l'ai fait aussi, donc je me remets complètement en question. Et on arrive au sommet, donc super. Voilà, il fait nuit, en plus on ne voit pas grand-chose. Non, là, il y a le lever du soleil, si on a bien calculé son heure au moment d'arriver au sommet.
On voit même la courbe de la Terre, en fait, qui est arrondie au moment où le soleil se lève. Et puis là, c'est une image, donc c'est un ami alpiniste chinois que j'ai pris, qui a bien voulu me donner sa photo. Là, cette sensation que m'a décrivait cet ami de se croire pour le roi du monde. C'est d'y être arrivé, en fait, voilà, d'être arrivé à se dépasser à un point ultime. Et donc, en fait, après, à ce moment-là, d'avoir tellement orienté son esprit vers une performance et un objectif réduit sur, arriver au sommet, il n'y a plus rien dans le champ de perspective qui va permettre par la suite, en redescendant, de penser à mes déchets et l'autre, c'est qui, et comment est-ce qu'il va retrouver la montagne après moi, etc. etc. Voilà, donc c'était juste un peu pour montrer l'image de l'état d'esprit de la performance à son, paroxysme. C'est ça, donc voilà. Et puis là, je vous ai mis un petit peu d'image de comment, depuis le sommet de l'Everest, donc là, on redescend la voie nord-est, sur la crête, là, jusqu'ici, on passe par là. Je vous montre le chemin avec le pointeur. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les pénitenciers de glace. Et là, on arrive au camp de base. Voilà, donc là, on redescend, on a tout ça à redescendre. Donc en fait, une fois qu'un alpiniste est arrivé là-haut, de toute façon, il est loin d'être sauvé de l'affaire. Parce qu'il faut encore tout redescendre, et c'est là où il y a le plus de danger de tomber, de chute, d'épuisement, etc. La redescente, ok, et là, donc, il y a toutes les équipes avec lesquelles on travaille pour Clean Everest pour ramener les déchets jusqu'au camp de base. Donc là, à chaque fois, en fait, ce sont des kilos de déchets qui sont payés, 17 $ le kilo. Avec toute l'équipe donc Clean Everest, qui a donc travaillé pendant 6 ans sur ce projet, donc des guides tibétains essentiellement, et des Sherpas. Voilà, ça c'est la pesée des déchets. La bonne récolte de l'année. Et puis la charte environnementale, dont il a été question plus tôt, donc je ne vais pas trop passer dessus. Évidemment, il fallait une charte. Vous ne pouvez pas envisager de tout nettoyer, et puis après de dire ça va mieux se passer à l'avenir. Non, il faut absolument contrôler, qu'il y ait des audits de toute la propreté de chaque camp, chaque année. Donc toutes les expéditions internationales maintenant, si elles veulent avoir un permis pour pouvoir venir l'année suivante, les agences doivent montrer, les agences d'expédition qui organisent les expéditions doivent montrer qu'elles ont laissé leur camp parfaitement propre, qu'elles ont suivi cette charte. Donc c'est une charte qui a été créée, où je les ai aidés à créer cette charte à l'école de guide de haute montagne et avec l'agence d'expédition. Et donc c'est une charte qui est réplicable sur toutes les montagnes de l'Himalaya, mais aussi dans toutes les montagnes du monde. Et aujourd'hui, avec une ONG basée à Genève, qui s'appelle Mountain Synergies, on s'attelle, un petit groupe de consultants pour la préservation des montagnes, à faire appliquer une charte au niveau international. Donc, évidemment, réglementer, auditer, contrôler, tout ça. Je pense que sans le soutien d'institutions politiques qui donnent aussi des moyens pour contrôler et interdire l'accès à ceux qui pourront revenir ou pas l'année suivante, ce ne serait pas possible de transformer les esprits comme ça, juste comme ça, en disant « Oh, la montagne est pure, on va la garder pure ». Non, il y a vraiment besoin d'un soutien à la fois politique, mais il fallait aussi qu'il y ait ce soutien logistique qui a été mis en place pendant toutes ces années, donc dans ce que je viens de vous raconter, là, cette histoire, qui était la base sur laquelle on a pu dire c'est possible, il y a un modèle de gestion des déchets qui fonctionne, donc maintenant on peut la faire valider par cette charte et on va faire appliquer par toutes les agences qui viendront, les agences internationales commerciales sur les montagnes. Donc ça, je vais peut-être passer rapidement parce que sinon on ne va pas avoir le temps. C'est le modèle de gestion des déchets avec les déchets qui sont biodégradables, ceux qui sont recyclables et ceux qui sont non recyclables. Donc ça, c'est ceux au-dessus de 7000 mètres des déchets techniques qui sont redescendus à dos d'homme, après ils sont redescendus à dos de yak, puis après ils sont mis dans des camions. Les camions vont vers des décharges. Là, ça c'est les zones de dépôt qui permettent en fait, sur le chemin du camp de base jusqu'au sommet, de déposer des déchets sans que le vent les emporte. Donc il y a des équipes qui viennent redescendre les déchets au fur et à mesure de la saison d'expédition pendant les 2 mois. Donc toute cette logistique en fait je sais pas moi, toute l'infrastructure qu'il fallait pour
gérer les déchets, il fallait déjà la construire, la mettre en place, et puis après, c'était possible de faire la charte et de convaincre toutes les agences internationales de jouer le jeu. Donc ça, c'est le résultat d'une année de ramassage de déchets. Ça, c'était en 2017, il y avait 4,5 tonnes. Donc ça, c'est la plus grosse année. Voilà. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait de ce déchet? Donc, il y a trash for cash. Trash for cash, donc les déchets qui sont payés à la pesée. Donc ça là, en fait, c'est ce qui permet d'avoir un revenu pour les guides qui travaillent sur place. Ça, c'est pour les déchets de plus haute altitude, à partir de 7900 mètres et 8300 mètres. En dessous, ce sont des bénévoles. Ça a été entièrement ramassé par des équipes bénévoles. Voilà, donc ça appartient plus au projet Clean Everest, le Trash for Cash. Et enfin, on a aussi Trash for Art, Trash for Media. Ça, c'est ce que j'appelle Everest Awareness, c'est-à-dire que utiliser en fait les déchets, une fois qu'ils ont été pesés, etc., achetés, etc., recycler pour faire de l'art. Et l'art, c'est ce qui nous permet en fait de... ça, c'est dans une galerie d'art ici, sur le toit d'une galerie, avec des artistes contemporains tibétains à Lhasa, qui travaillent avec le musée de la montagne. Et avec le musée de la montagne, on a par exemple fait des expositions, il y a eu plein d'expositions, hein, avec à l'intérieur du ventre du Yéti, donc il y a un Yéti qui est mort, et il est mort parce qu'il avait mangé trop de déchets sur la montagne. Et donc on voit son corps, son ventre ouvert en fait, avec les déchets qui sortent de son ventre. Il y a aussi des jeux de sensibilisation pour comprendre le nombre d'années qu'il faut pour chaque déchet de se désintégrer. Il y a aussi donc un partenariat avec TerraCycle, une agence de recyclage de déchets pour créer des objets recyclés et créer une histoire autour de cet objet. Donc, pour que chaque personne qui se munisse de cet objet qu'il a acheté puisse être un ambassadeur en fait, de garder la montagne pure. Et maintenant, on va passer à complètement autre chose, avec de nouveau un petit film. Ça va bientôt être la fin. Maintenant, je passe à la phase de transmission. Bon, la transmission, elle a aussi eu lieu avec Everest Awareness, tout ce qui est au niveau sensibilisation. Mais là, comment dire, je vais reboucler, enfin que la boucle se boucle avec la mission d'origine, ce pourquoi je suis arrivée au Tibet. Ce lien à la terre, ce lien avec les nomades, ce lien avec les racines ancestrales d'une civilisation tibétaine nomade qui a toujours vécu dans son mode de vie nomade, donc de l'élevage, qui vit l'élevage de yak, en lien, en harmonie avec la nature qui l'entoure. Et ça, c'est cette force de transmission de génération en génération, qui est une force qui va bien au-delà en fait, de tous les discours, toutes les images qu'on peut mettre en forme comme ça pour délivrer un message. Là, en fait, c'est toute la puissance de ce que j'essayais de trouver au départ quand je suis arrivée au Tibet, et qui existe à travers le mode de vie des nomades. Donc eux, ils ne sont pas allés à l'école, ils ne sont pas à faire des conférences ou à parler, etc. Eux, ils transmettent non seulement un art de vivre, mais aussi, en fait, sur le plan de leur rapport au corps, de leur rapport aux émotions, de leur rapport à ce qui les entoure, la nature, un lien, en fait, une interdépendance qui est une sagesse qui, enfin pour moi, ça me laisse sans voix. Donc je vais vous montrer la vidéo qui raconte tout ça. Ce centre du ciel, ce noyau de la terre, ce cœur du monde clôturé par la neige, le promontoire de toutes les rivières, où les montagnes sont hautes et la terre est pure. Le plateau tibétain se situe à une altitude moyenne de 4000 mètres et couvre une superficie de 2,5 millions de km², soit une surface comparable à celle de l'Europe occidentale. Il abrite des espèces menacées et en voie de disparition. Le plateau tibétain est connu comme le troisième pôle parce que les glaciers d'Asie centrale et du Sud, y compris le Tibet, détiennent les plus grandes réserves de glaciers à l'extérieur de l'Antarctique, du Groenland et du Canada. Le plateau est entouré de chaînes de montagnes, les plus hautes du monde, dont les 14 sommets de plus de 8000 mètres. 10 des plus grands fleuves d'Asie trouvent leur source ici, dont le fleuve Jaune en Chine et le Gange en Inde. Aujourd'hui, 2 milliards de personnes dépendent de l'eau du plateau tibétain.
Or, le troisième pôle subit une hausse de température de 0,3 degrés tous les 10 ans. L'Académie des sciences chinoises considère même que la température sur le plateau augmentera de 4,6 degrés d'ici la fin du siècle, soit 3 fois plus vite que la hausse moyenne des températures mondiales. Par conséquent, la majorité des glaciers tibétains fondent. D'après de nombreux scientifiques chinois, si cette tendance se maintient, 40% des glaciers de l'Himalaya disparaîtront d'ici 2050. De nombreux problèmes en découlent. Tout d'abord, la fonte glaciaire rapide forme des lacs glaciaires instables et sujets à l'effondrement, menaçant l'habitat des populations locales. Par ailleurs, le permafrost du plateau tibétain fond, ce qui est très problématique. Le permafrost est la couche de terre gelée qui retient l'eau près de la surface du sol, fournissant de l'humidité aux prairies et à la végétation au-dessus du sol. Puis les zones humides sont menacées. Or, les zones humides jouent un rôle important dans le stockage de l'eau et la biodiversité. Enfin, la désertification due à l'érosion par le vent s'aggrave de jour en jour. Ce qui se passe au troisième pôle fait partie des grands défis de notre temps. La solution réside peut-être chez les habitants du troisième pôle lui-même. J'ai travaillé longtemps en étroite collaboration avec des nomades tibétains et j'ai appris que le savoir nomade est d'une grande richesse. Il se focalise avant tout sur l'harmonie entre l'humain et la nature, dans une relation de prendre soin. Ce savoir environnemental des nomades et leur sagesse globale, je pense qu'il est temps de le répandre dans le monde. Voilà, donc la dernière partie de cette histoire, donc la force de transmission, c'est ce que symbolise ici le logo de la maison des nomades, le Drogpa Tsang. Donc ici c'est une tente noire en poil de yak tissé, et puis il y a les montagnes, les mers, les collines, toute la terre sauvage qui les entoure, et eux, c'est leur maison, c'est ça qu'ils considèrent être la maison. La maison, ce n'est pas la tente sous laquelle ils habitent, c'est toute la steppe sauvage tibétaine. Donc, ils ont quand même construit un centre ici, qui réunit en fait un grand nombre de clans nomades qui se baladent sur le plateau, et qui leur permet en fait de donner aux générations actuelles et des générations futures, et ils espèrent, toute cette connaissance qui malheureusement en fait aujourd'hui ne peut plus être transmise sous la forme purement de vivre au jour le jour dans les savoir-vivre nomades, les savoir-faire et les savoir-vivre nomades avec leurs enfants, cette sagesse, parce que il y a de très nombreux nomades qui sont obligés d'aller étudier dans les villes et se moderniser. Donc, il y a une tentative très forte, très marquée de la part de ce représentant nomade et de tout le réseau, on parle de plusieurs milliers de nomades comme lui, qui sont en train donc, de compiler et de ramener donc, à l'essentiel tout ce qu'ils ont à transmettre pour les générations futures. Donc, ils le font dans ce centre qui est l'Institut des nomades. Donc, c'est aussi un projet que j'ai aidé à créer. C'est la mission pour laquelle mon maître Bokar Rinpoche à Darjeeling m'avait envoyé au Tibet. C'était pour donc faire face à ces changements de modernité, mais tout en gardant en fait son savoir-vivre et son savoir-être nomade. Et donc voilà. Donc, je participe maintenant à cette responsabilité de transmettre. Donc, en faisant aussi ma part du boulot, en faisant un livre sur le troisième pôle, en faisant des conférences, et puis en participant à des tables rondes, et à essayer de comprendre comment cette sagesse nomade tibétaine peut inspirer, donner envie, encourager
dans d'autres régions du monde, à vivre cette reconnexion profonde à la Terre et comment en prendre soin. Voilà, je vais finir comme ça. En tout cas, pour la conférence de 45 minutes, maintenant, c'est les questions. Alors, levez peut-être la main si vous avez des questions pour qu'on puisse vous identifier. Merci. Déjà, merci pour tout ce que vous avez fait là-bas de magnifique. Moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une responsabilisation par rapport à chaque individu qui vient là-bas? Parce que j'ai l'impression qu'en fait, tout repose sur les épaules des gens qui sont établis là-bas ou des associations qui organisent ça. Mais est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui est fait pour qu'ils prennent conscience de ce qui se passe, en fait? Alors, au niveau de nomades, particulièrement, ou au niveau... Au niveau des étrangers qui viennent, enfin des alpinistes. Ah oui, pardon. Alors les alpinistes, la sensibilisation vers les alpinistes, je me suis attelée un certain nombre d'années à faire même du coaching des équipes chinoises notamment, qui allaient monter sur l'Everest. Je n'ai pas trouvé qu'il y avait des résultats très impactants. Enfin, je pense peut-être avec l'organisation à Genève qui s'appelle Maintenance Energies, qui propose une charte de respect de la montagne au niveau international. Là, il y a quand même un vrai travail de suivi pour la préparation des expéditions pour les étrangers qui souhaitent s'engager dans une expédition responsable. On leur donne tous les outils. Moi, je leur fais même du coaching, je leur fais des entretiens, etc. Mais il faut déjà qu'il y ait une vraie motivation forte. Ils ne sont pas très, très nombreux à l'avoir. En tout cas, pour ce qui est d'aller sur l'Everest. Pour les autres montagnes du monde, je pense qu'il n'y a pas cette obsession de la performance et de l'individualisme comme valeur principale. Ça veut dire qu'en fait, ils viennent uniquement pour la performance. Ils ne viennent pas vraiment pour être connectés justement à la nature et... Non, quand on va sur l'Everest, généralement, ce n'est pas pour ça. Okay. C'est sûr. Merci pour la question, d'éclaircir la complexité des émotions humaines. Merci pour le partage, merci beaucoup. Moi, j'ai une question sur ces corps que vous nous avez montrés, qui restent là. Oui. En fait, honnêtement, ça m'a choqué. Alors, je savais que ça existait, mais de le voir comme ça... C'est difficile, je trouve. Donc le rapport à la mort est quand même quotidien, j'ai l'impression, dans cet univers. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ces corps? On les laisse vraiment sur place? Ou à un moment, on les descend, on s'en occupe ou... Oui, c'est vrai que je n'ai pas pu trop parler de ça, mais en fait, c'est un sujet que j'aime bien développer. Donc, en fait, le problème des cadavres, c'est qu'ils sont très, très lourds. Parce que comme on est à plus de 90% de l'eau, le corps humain, donc en fait, quand le corps gèle, il double de poids. Et redescendre, un alpiniste, par exemple, qui fait 80 kg, qui va faire 160 kg, il faut l'emmailloter avec des cordes pour arriver à le tirer vers le bas. Et comme on n'a pas de pente neigeuse sur l'Everest, c'est surtout de la glace et de la roche. Donc en fait, les doudounes des alpinistes morts s'accrochent à la roche. Donc on a essayé, on a tiré, on ne pouvait pas les descendre. Donc finalement, on s'est dit qu'en 2014, il y a eu une expédition spéciale cadavres pour les mettre de côté, pour pas qu'au moins ils soient sur le chemin. Et chacun, ils ont été enroulés avec une écharpe blanche tibétaine qui symbolise donc le respect, le souhaiter le meilleur pour cette personne. Et donc, ils ont tous été remis une écharpe blanche. Et maintenant, ils ont des noms, on les connaît, ils servent il y a une relation qui s'est créée avec eux. Mais moi, je me souviens, la première fois que je les ai vus aussi nombreux en 2013, avant qu'ils soient mis sur le côté, j'étais dans un état de choc effectivement énorme. Et effectivement, la relation à la mort dans ce moment-là,
c'est là où il y a vraiment un dysfonctionnement majeur, je pense, dans les cerveaux de l'alpiniste à ce niveau-là, c'est qu'il a la réalité de ce qui lui arrive s'il n'a pas son oxygène ou s'il n'était pas en train d'essayer de redescendre le plus vite possible. C'est-à-dire que c'est absolument impossible d'être là-haut sans assistance. Et en tout cas, sur des très courtes durées, on peut y rester sans oxygène. Et même en ayant cette vision-là, il y a une sorte de sentiment d'illimitude, enfin de non-limite, qui envahit le cerveau, qui donne l'impression que l'humain est au-delà des limites physiologiques ou naturelles de son environnement. Donc c'est extrêmement choquant, ouais. Oui. Merci pour la question. On a compris la motivation pour monter en haut de l'Everest. En tout cas, la première fois. C'est quoi la motivation pour la deuxième et la troisième fois? Alors, la troisième fois, j'étais obligée d'être sur l'Everest pour travailler à monter ce modèle de gestion des déchets donc, qui n'existait pas à l'époque. Et pour ça, il fallait que j'ai un permis de 2 mois pour être du début à la fin de l'expédition, et surtout à la fin, au moment où tout le monde redescend, pour être là, active, au moment où il faut redescendre les déchets. Et là, en fait, les autorités locales, jusqu'en 2017, la dernière fois où je suis allée au sommet, ne m'avaient pas encore confié aucune responsabilité officielle pour gérer ce problème, en fait. Donc, il a fallu le faire dans la discrétion. Et donc, je me faisais passer pour un alpiniste qui allait aller au sommet. Donc, je le dis un peu coupable, mais en fait, bon, j'ai rien à... Je ne vais pas être culpabilisée de ça, hein, mais bon. Et donc, j'avais ce permis pour aller au sommet. Donc, j'aurais très bien pu ne pas aller au sommet. Hein, ça, on est d'accord que... et donc, je l'ai fait une fois que j'étais là, comme tous les autres alpinistes, pour y aller. La deuxième fois, honnêtement, je ne sais absolument pas pourquoi j'y suis allée. Je me suis retrouvée là-haut et j'étais dans un désenchantement complet. Je trouvais ça vraiment dérisoire d'être là. Et la troisième fois, je me suis dit, OK, tu vas essayer de vraiment fixer ton attention chaque pas que tu fais pour aller au sommet, que sur la connexion à l'autre, pour voir si ton cerveau arrive en fait à faire un effort insurmontable au niveau physique, parce qu'il y a quand même avec l'oxygène, c'est quand même très difficile, enfin pas insurmontable, mais très difficile à réaliser comme effort, tout en restant connecté au cœur, dans mon cœur, avec l'autre. Et je voulais voir si c'était possible. Donc c'était expérimental, et ça a fonctionné. Je ne sais pas si ça répond à la question. Voilà, mais j'adore aussi tout ce qui est expérimentation au niveau humain, de comprendre en fait par ma propre expérience comment fonctionne mon corps, mes émotions, mon mental. Et donc pour le meilleur laboratoire d'exploration pour comprendre tout ça, c'est moi-même. Donc je me mets dans des situations qui me permettent d'aller voir tous ces rouages en fait, de comment fonctionne le cœur et le corps et le mental. Voilà. Oui. Excuse-moi, j'ai 2 questions. Maintenant, vous êtes de retour en Europe. Est-ce que vous pratiquez toujours les médiations quotidiennes? Oui. Et combien de temps par jour ou comment ça se passe? 1 demi-heure minimum par jour. Oui. Et c'est le matin, le soir ou de préférence le matin. Oui. Et une question sur vos projets dans le futur. Qu'est-ce que vous allez faire? Là, je suis en train de finir d'écrire un livre qui s'appelle L'Everest du potentiel, qui parle justement de méditation. Comment la méditation appliquée au monde moderne occidental, dans le monde du travail, mais aussi du monde familial ou des organisations, de vie sociale, permet justement de retrouver une harmonie en fait entre mes objectifs qui sont parfois un peu rationnels, etc., et mon cœur et mon corps. Donc la méditation aide énormément à se reconnecter au corps avant tout et au cœur, aux émotions. Donc c'est comment retrouver en fait un équilibre entre ces 3 sphères un peu de la tête, le cœur et le corps avec ces outils de méditation. Donc là je suis en train de faire ça, donc là je prends un manuscrit dans 1 mois. Je fais un livre sur le 3e pôle qui va sortir. Là, je retourne au Tibet, parce que pendant 3 ans, je n'ai pas pu retourner au Tibet parce que les frontières étaient fermées. Donc, j'étais en dehors de chez moi, fermée dehors. Donc là, maintenant, juste depuis 2 semaines, la Chine a rouvert les frontières. Donc, les personnes qui travaillent
en Chine, au Tibet, dans mon cas, je vais pouvoir retourner. Mais je ne vais pas pouvoir m'installer définitivement là-bas comme je le faisais avant, où j'ai vécu donc 22 ans en permanence au Tibet. Donc maintenant, je vais essayer de faire cette passerelle en fait, entre le monde occidental qui cherche à trouver des outils qui le relient à la terre, à l'autre, à soi-même, etc. Et puis, et bien sûr, le travail au niveau local. Pour moi, le travail local, c'est au Tibet. Voilà. Et ça, je continue, mais je le ferai en intermittence. Merci beaucoup. Et l'agence de voyage, elle existe? L'agence de voyage existait jusqu'à maintenant. J'ai réussi à faire tenir, alors que vraiment, il n'y avait strictement rien. Donc, faire tenir des équipes quand il n'y a plus de travail, c'est quand même compliqué. Aujourd'hui, les voyages repartent, mais je ne pense pas que ça va vraiment reprendre. Parce qu'en fait, on est sur des voyages qui sont beaucoup trop chers. Donc, il y a plein de raisons aujourd'hui qui font que ce n'est plus les enjeux du moment, en fait, de faire voyager. Voilà. Merci beaucoup. Ah, il y avait encore une question de rebond. Merci pour la question. Il y a des gens qui gravissent, enfin pas beaucoup je crois, mais l'Everest sans oxygène. Oui, mais peu, très peu. Très peu, voilà. Oui. Et alors certains d'entre eux estiment que ça devrait être interdit avec oxygène parce que ça crée un trafic, enfin pour des happy few, parce que vu le prix que ça coûte, que ça génère beaucoup de déchets. Alors peut-être pas sur l'Everest parce qu'on est nettoyé, mais enfin il y a beaucoup d'autres montagnes où les déchets ne sont pas nettoyés. Et donc, vous en pensez quoi, vous, de l'interdiction de monter avec oxygène ? Alors, effectivement, il n'y aurait plus d'industrie de la haute montagne s'il y avait cette règle, parce que vraiment, on parle de même pas 1% d'alpinistes qui sont capables de faire ça. Donc, effectivement, ça réglerait le problème. Donc, si on veut voir la manière radicale, effectivement, ça règle le problème, donc très bien. Mais bon, il y a quand même maintenant toute une population himalayenne, notamment, qui vit que de ces métiers-là. Au Népal, c'est la première source de revenus économiques, c'est la haute montagne. Et c'est là où il y a le plus d'expéditions. Donc ça voudrait dire que tous ces gens-là n'ont plus de travail. Bon, personnellement, moi, je n'ai pas vraiment un avis tranché et radical là-dessus. Par contre, ce que je dirais, c'est que de ce que j'ai vu, les personnes qui montent sans oxygène, ils s'appuient en fait sur la logistique des personnes qui ont tous les camps qui sont mis en place. Ils dorment dans les tentes, ils mangent la nourriture qui est montée. Donc de toute façon, et ceux-là, en fait, malheureusement, pour ceux que j'ai vus, j'en ai croisé quand même quelques-uns, pas tous, mais je ne vais pas donner des noms, mais voilà, bref. Il y en a un certain nombre qui défient encore plus les lois de la nature parce qu'ils se mettent dans des situations vraiment très très compliquées. Et généralement, ils n'y arrivent pas quand même, parce qu'il leur faut plusieurs fois pour y arriver, etc. Donc, et quand ils n'y arrivent pas, il y en a quand même un certain nombre qu'il faut redescendre, en fait. Et ça demande une énorme logistique de secours pour les redescendre. Donc, quand on demande une logistique de secours pour les redescendre, ça veut dire mettre tous les gens qui sont là mobilisés pour les aider. Et c'est pas que ça crée des déchets, mais ça crée des remous, en tout cas dans l'organisation plutôt classique. Alors moi, je suis pas pour l'organisation classique des expéditions, mais je suis pas non plus pour ce qu'on appelle les électrons libres, qui, au final, quand ils sont sur le point de mourir, évidemment, personne n'a envie de les laisser là, et il y a toujours quelqu'un qui va essayer de les aider pour redescendre, mais c'est au péril de ceux qui les redescendent. Donc, voilà. Donc, bon, je sais pas, je réponds un peu, c'est tout azimut, mais c'est complexe, c'est complexe. Merci beaucoup à tout le monde pour cette participation. On va vous laisser le temps d'aller vous rafraîchir un moment, boire quelque chose. Et puis on reprend dans de 12 minutes, 13 minutes avec une table ronde sur l'éco-anxiété. Alors, il n'y a pas totalement de lien, mais quand même un peu, vous verrez. Merci.